parti déjà. Enfin, rien, j'ai pas été voir dedans. Voilà, merci. Allez, allons-nous droguer. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons grand plaisir à vous accueillir ce soir pour ce deuxième rendez-vous du cycle de conférences organisé par les PFI. Ce cycle a pour vocation de faire un état des lieux, une photographie à l'instant T, de la manière dont nous célébrons nos défunts en ce début du XXIe siècle. Tout d'abord, Clément et moi, nous voulons remercier M. Corgier, directeur général des PFI, pour son soutien à ces événements. L'équipe de l'auditorium qui nous reçoit pour son accueil, son professionnalisme, ils nous ont souvent rappelé à l'ordre quand on oubliait des petites choses dans l'organisation. Et puis bien sûr vous tous qui êtes encore présents, ceux qui étaient déjà venus à la première conférence et puis ceux qui viennent pour la première fois. En effet, au mois de mai dernier, nous avons porté nos regards sur les rites funéraires. Les retours que nous avons eus nous ont vraiment fait chaud au cœur. Et puis, ça nous a confortés sur l'intérêt, l'utilité d'organiser ces conférences. D'ailleurs, la vidéo complète est en ligne. Je vous l'ai envoyé à certains le lien sur la chaîne YouTube des PFI. En faisant simplement autrement une recherche PFI conférence mai 2019, vous la trouverez sur Internet. Aujourd'hui, nous allons discuter donc de la crémation, un mode de sépulture confidentielle au XXIe siècle. La crémation est devenue une réelle alternative à l'inhumation en cercueil, au point de la surpasser dans certaines zones géographiques. Si je parle d'inhumation en cercueil, si je précise, c'est parce qu'après la crémation, si l'urne qui contient les cendres est déposée en terre ou en caveau, on parle aussi d'inhumation de l'urne. Mais vous allez voir que souvent, dans nos paroles, nous allons confronter crémation et inhumation sans préciser. Généralement, ce sera l'inhumation en cercueil. Quelques chiffres donc, pour illustrer ces propos. En 1980, en France, 1% des obsèques faisaient l'objet d'une crémation. Aujourd'hui, ce chiffre est de 37%. Et puis, dans l'agglomération grenobloise, en 2019, nous avons pour l'instant 52,5% des familles qui choisissent la crémation. Autre statistique éclairante venant d'Ipsos, en 2018, 63% des personnes interrogées disent préférer la crémation à l'inhumation pour leurs obsèques. Donc on sent bien sûr qu'il va y avoir une accélération un petit peu de ce mode. Ce soir, nous allons donner la parole à des professionnels du secteur de la crémation. Juste à ma gauche, Catherine Régnès, directrice du crématorium de Lyon. Et puis, puisque le contexte est différent d'un pays à l'autre, nous avons souhaité un éclairage de nos voisines de Genève. Il y a Inès Légeret-Koulibaly, administratrice du service des pompes funèbres, cimetières et crématorium de la ville de Genève. Catherine Gauthier, responsable des centres funéraires et du crématorium de la ville de Genève. D'ailleurs, Catherine a la particularité, si on peut dire, d'avoir travaillé en France et puis en Suisse récemment. Vingtaine d'années, plus que récemment. Pour aborder cette discussion autour de la crémation, nous avons sélectionné 4 thèmes. L'évolution, l'histoire un petit peu de la crémation dans chaque pays, les pratiques et puis les rituels, la destination des cendres, qui est un sujet qui intéresse souvent un petit peu tout le monde. Et puis l'écologie, on abordera un petit peu l'écologie aussi à travers la crémation. Chaque thème sera analysé par nos intervenantes, nous prendrons environ 1 heure pour le faire. Et puis ensuite, nous participerons à un temps d'échange avec vous, avec vos questions, pendant aussi le temps nécessaire, environ 1 heure. Enfin, nous nous retrouverons dans le patio du musée, un petit peu en bas, on vous guidera,
pour continuer la discussion autour d'une collation pour ceux qui peuvent encore rester avec nous quelques instants. Clément ? Alors bonsoir à tous. Juste quelques précisions, puisque Bertrand a déjà tout dit pour la présentation. Parfait. Donc nous avons une collègue lyonnaise, 2 collègues suisses ce soir avec nous. Et si nous sommes tous francophones, voisins, proches géographiquement, notre histoire, notre culture, nos mœurs peuvent varier sur certains sujets. Donc notre vocabulaire aussi peut varier. Je lève tout de suite un terme qui peut être polémique en particulier. Donc, crématorium, chez nos amis suisses, se dit crématoire. Il y aura aussi peut-être des 90 ou des 70, mais ça sera moins polémique. Donc, voilà. Je voulais lever tout de suite cela. Merci à toutes les 3 d'être là ce soir. Enfin, comme pour la conférence sur les rites funéraires du mois de mai dernier, nous avons souhaité que celle-ci aussi soit filmée pour pouvoir la diffuser aux absents qui voulaient être présents, bien sûr, à destination de nos collègues du funéraire, des associations et du grand public, bien sûr. Donc pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas apparaître sur ce film, même fugacement, puisque dans le public vous ne serez pas filmés au moment des questions surtout, mais si des personnes ne souhaitent pas, et c'est bien normal, apparaître sur ce film, n'hésitez pas à venir voir Bertrand et moi à la fin de la conférence pour vous signaler, et le nécessaire sera fait. Merci à tous. Et je crois qu'on peut commencer par le premier sujet, l'évolution, l'histoire. Inès, si tu veux commencer. Oui, voilà. Donc je suis déjà bien contente puisque je vais pouvoir vous annoncer que si j'ai bien compris, en France, on est à 30% de crémation actuellement, plus ou moins, 30, 37, voilà. Donc nous, c'était en 1983 qu'on était dans les 30-35% de crémation en Suisse. Et actuellement, on est au niveau global de la Suisse à plus de 90%. 90%, donc voilà, c'est mon côté exotique, merci. Donc c'est devenu en fait le mode funéraire le plus répandu au niveau de toute la Suisse, que ce soit dans la partie francophone, germanophone, italophone. Et cette tendance s'est développée au cours de tout le XXe siècle, puisque en 1910, on était seulement à 3% de crémation. Il faut savoir que le mouvement, ce qu'on a appelé le mouvement crématiste, a pris naissance un peu partout en Europe vers la fin du XVIIIe ou le début du XIXe siècle, et qu'on a eu les premiers crématoires à la fin du XIXe siècle, le premier à Milan et à Washington en 1876, Paris en 1889 et Zurich aussi en 1889. Donc la Suisse a été un des pays qui a eu le plus rapidement un crématoire. En Suisse, il faut comprendre le contexte du 19e siècle. C'est ce que nous, on a appelé, vous avez eu, je ne sais pas combien de républiques, de trucs incroyables, de révolutions pendant le 19e siècle. Nous aussi, on a eu ce qu'on a appelé la révolution radicale. Donc c'est l'émergence en fait du pouvoir radical de l'époque, qui était le pouvoir progressiste, républicain, laïque, du milieu économiste progressiste. Et ces mouvements-là ont en fait beaucoup soutenu aussi le concept de la crémation pour différentes raisons, des raisons hygiénistes, des raisons aussi bêtement de place, puisque à Genève en particulier, durant une grande partie du 19e siècle, se posait la question de devoir construire un nouveau cimetière parce qu'on n'avait plus de place dans le cimetière. Alors dans le cadre de la construction du cimetière, il y avait 2 questions qui se posaient, cimetière mixte, catholique-protestant ou pas. Et puis, où est-ce qu'on va le construire? Parce qu'on avait déjà remarqué à ce moment-là que le terrain à Genève était très argileux et que la décomposition des corps s'y faisait très mal. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour trouver d'autres solutions, dont la crémation. À Genève en particulier, il y a eu des mouvements, des sociétés, ce qu'on a appelé les sociétés de crémation, ou je sais pas, vous avez un autre terme peut-être, je ne sais pas, qui ont émergé pour défendre la crémation. Et puis, on a eu, sur Genève, c'était en fait le pharmacien en chef de l'hôpital public de Genève, l'hôpital cantonal, qui a propagé l'idée de la crémation jusqu'à la construction du premier crématoire dans le cimetière, ce qu'on appelle le cimetière de Saint-Georges, où on a toujours notre crématorium actuel, qui a été inauguré en 1902.
Après l'inauguration de ce crématoire, sont nées des sociétés comme la société qui s'appelait la Société La Flamme. Il faut dire que nos ancêtres ne manquaient pas d'humour, puisque c'était une société à laquelle on pouvait adhérer en payant une cotisation unique et ainsi s'assurer de pouvoir être incinéré, nous on dit incinéré en Suisse. En France, vous dites crématisé, d'être crématisé le moment venu. Cette société La Flamme a existé jusqu'en 2006. Elle a eu plus de 40 000 membres sur sa durée de vie, donc sur près de 100 ans. Donc elle a fortement propagé la crémation sur la région de Genève. Et puis alors la particularité aussi qu'on a à Genève, c'est qu'on a pour tous les types d'obsèques, que ce soit l'inhumation en terre d'un cercueil ou la crémation, on a ce qu'on appelle la gratuité des obsèques pour les résidents de la ville de Genève. Il faut savoir que c'est à partir de 1970, donc 1970, que la crémation a été intégrée dans cette gratuité et que donc on a pu commencer à être crématisé gratuitement à Genève. Voilà, donc on voit que cette pratique, il faut savoir aussi que dans les régions suisses allemandes, il y a encore le pourcentage est plus élevé, qu'à Genève, on a atteint, je dirais, un plateau ces 10-20 dernières années. Je ne pense pas qu'on va aller encore plus loin au niveau du nombre de crémations sur Genève, parce que c'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène qui est apparu ces 10-20 dernières années, lié à la migration et lié à des pratiques funéraires qui viennent d'ailleurs, qui sont différentes et qui, pour l'instant, ne sont pas encore ouvertes à cette pratique. Voilà. Donc, oui, non, je vais y aller. Bien, moi, je vais vous parler de ce qui se passe chez nous, en France. Alors, plus particulièrement, effectivement, de Lyon, puisque je vais plus maîtriser Lyon. Le vivant au quotidien. Alors, c'est vrai, c'est très surprenant ce que nous raconte Inès, puisque nous, eh bien, on est loin d'avoir ce pourcentage de crémation. Donc, comme Bertrand l'a dit, au niveau national, on est sur 37%. Dans les grandes agglomérations et également donc sur Grenoble, on est plus aux alentours des 50%. Mais c'est vraiment sur les grandes agglomérations. En France, eh ben, la crémation, l'historique de la crémation a suivi un petit peu celle de Genève, malgré tout, même si on n'arrive pas au même pourcentage. Donc nous, ben oui, tout s'est fait pareil. Le crématorium de Lyon, pour vous en parler plus précisément, a été construit, a été effectif plutôt en 1913. Et nous, par contre, on a commencé avec 3 crémations. Voilà, la première année, nous, ça a été 3 crémations. Maintenant, bon, ce n'est plus le cas. La crémation augmente donc sur la ville. 1913, ça a été. Après, on a eu un grand essor aussi qui est venu en 1963, quand aussi au niveau du catholicisme, la crémation a été reconnue et acceptée. Ça a été vraiment pour nous une hausse significative des crémations. Sinon, ben voilà, on a fait le même chemin. C'est effectivement, alors nous, on se retrouve quand même avec un taux de crémation qui est un petit peu stagnant. Alors, je ne sais pas si mes collègues de Grenoble sont sur le même phénomène au niveau pourcentage. Pour l'instant, on est toujours sur ces 50 et quelques %. Voilà, je ne sais pas si... Nous, en début d'année, par exemple, on a été quelques mois à 55, presque 60% même. On est quand même globalement vraiment en courbe montante constante. D'ailleurs, ils ne sont pas présents ce soir sur scène, mais dans l'agglomération grenobloise, on a vraiment eu la chance d'avoir des associations crématistes. Nous, c'est des associations crématistes qui ont vraiment beaucoup œuvré. Je vois M. Dance, entre autres, qui ont vraiment poussé et fait connaître la crémation. Alors nous sur Lyon également, on travaille énormément avec les crématistes qui, je dirais que c'est quelque chose de très positif, alors même si c'est quelque chose de négatif qui leur arrive, mais chez nous, le bureau a fermé. Alors on peut toujours les contacter, mais ils n'ont plus de bureau fixe, parce que la crémation n'a moins besoin, monsieur pourra certainement en parler mieux que moi, d'avoir une propagande, puisqu'elle est vraiment acquise et rentrée dans les mœurs. Ils ont bien fait leur travail, ils ont bien œuvré. Travaillé. Et ils sont toujours là pour nous épauler, bien évidemment. Parce que alors nous, pour le cas précisément à Lyon, mais je pense que c'est partout
le même problème. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir ces jardins cinéraires dans les cimetières et nos jardins du souvenir. Merci Catherine. Je vous en prie. J'ai peut-être juste omis un détail aussi lié, qui explique peut-être le pourcentage élevé de crémation en Suisse. C'est vrai que sur Genève, en tout cas, les mouvements, les associations crématistes étaient aussi beaucoup liées au protestantisme, hein, puisque Genève, c'est quand même une ville, c'est la Rome protestante, qu'il y a eu aussi dans le courant du 19e siècle, la création du service des pompes funèbres municipales dont nous sommes issus. Ce service s'est créé aussi dans le contexte du développement démographique, de l'arrivée de toute une population catholique, et on ne voulait surtout pas laisser aux catholiques le monopole du funéraire. On ne voulait surtout pas qu'on prenne l'habitude de faire des cérémonies de type avec la pompe fastueuse des catholiques. À Genève, les rituels funéraires n'existaient pas, en fait. Au 19e siècle, chez les protestants, il n'y a pas de cérémonie. On amène simplement le corps au cimetière et on l'enterre et c'est tout. Et donc c'est aussi lié en fait à cette histoire religieuse qui est différente, mais je crois que les religions, ce sera le thème du prochain débat, donc on reviendra. Merci Inès. On va aborder un petit peu le deuxième thème, donc sur les pratiques rituelles, parler un petit peu des fonctionnements. Je vais laisser la parole à Catherine. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors comme tu l'as indiqué tout à l'heure, je suis française, de culture française, mais depuis de très nombreuses années à Genève. Et effectivement, vous m'entendrez moi aussi parler d'incinération et de crématoire parce que c'est les termes que j'utilise dans mon quotidien professionnel. Je dirige le centre funéraire de Saint-Georges à Genève, qui est un bâtiment assez immense, hein, qui date de 1976 et pour lequel nous prévoyons une rénovation prochaine, d'ici 2-3 ans à peu près. Nous avons environ 2500 incinérations à l'année qui se font donc au centre funéraire de Saint-Georges. Et nous proposons aussi au centre funéraire des chambres mortuaires, des chapelles pour les cérémonies. Donc tout finalement pour la famille peut se faire dans ce même bâtiment en termes de célébration, que ce soit une célébration religieuse ou une célébration laïque. On a souvent l'impression que l'incinération, ça veut dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de cérémonie. C'est pas vrai. L'incinération est souvent précédée d'une cérémonie. C'est le choix de la famille qui prime. Donc, on peut avoir une cérémonie qui se fait dans nos installations, au centre funéraire, qui se fait à l'extérieur. On peut tout à fait emmener le cercueil à l'église, au temple ou dans un autre lieu de culte. Ensuite, il est ramené au centre funéraire de Saint-Georges pour être incinéré. Nous avons pour pratique d'incinérer les défunts le lendemain de la cérémonie. Je sais que ça, c'est une grosse différence par rapport à nos confrères français. Déjà parce que techniquement, nous n'avons pas, nous, la possibilité de proposer aux familles d'assister à l'incinération. On n'a pas les systèmes que vous avez peut-être vus en France, que en tout cas, moi, j'ai pu constater, où la famille peut assister derrière une vitre ou au moyen d'une vidéo, etc. C'est pas dans la pratique commune, courante pour les familles d'assister à l'incinération. Ceci étant, bien évidemment qu'on ne l'interdit pas et si la famille souhaite accompagner son défunt, je pense notamment aux bouddhistes ou à des communautés pour qui c'est important d'aller vraiment du début à la fin du processus, alors à ce moment-là, nous prenons des dispositions pour accueillir au mieux la famille. Quand je dis accueillir au mieux la famille, c'est tout simplement parce que nos installations sont des installations techniques qui ne sont pas destinées à recevoir du public. Alors on a essayé de faire des murs sympas, on a peint des petits dessins, etc. Pour pouvoir quand même proposer aux gens qui le souhaitent d'accompagner le défunt jusqu'à la ligne de four, l'appareil crématoire, sachant que c'est vraiment une pratique qui est extrêmement rare. C'est une demande qui nous est très très rarement faite. Une autre différence qui est pour moi très importante et qui m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée en Suisse, parce que je suis comme chacun d'entre vous, j'ai aussi eu des décès dans ma famille. J'ai eu des décès, des crématoires sur Lyon par exemple, où on fait une cérémonie, le défunt est incinéré, on va boire un verre, on attend dans la cour, et puis 2 heures après on nous remet l'urne et on va mettre l'urne au cimetière.
Et puis je suis arrivée à Genève et puis on m'a dit les cendres, en fait, on les remet à la famille 48 heures après l'incinération. Et ça a été vraiment pour moi un choc. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut imposer à la famille d'attendre 48 heures pour récupérer des cendres? Et puis, chemin faisant, avec la pratique maintenant de quelques années, je trouve que ce système est bon. Alors c'est mon échelle de valeur à moi, mais je vais vous dire pourquoi je trouve que ce système est bon. Parce que j'ai souvenir d'avoir eu des incinérations, de quitter la personne qu'on aime dans un cercueil avec le volume qu'il faisait, la taille qu'il faisait. Et puis 2 heures après, on se retrouve avec une urne de 3 litres et c'est un choc assez important. Et vraiment, chemin faisant, je me dis que ces 48 heures-là, elles permettent d'intégrer aussi l'idée de l'incinération. Elles permettent de dire, le défunt tel qu'on l'a laissé, aujourd'hui, c'est une urne, ce sont des cendres. Et ces cendres, par contre, on peut en disposer de différentes façons. Alors, quand je dis en disposer de différentes façons, beaucoup de familles en Suisse reprennent les cendres sans nous donner de justificatif. On n'a pas l'impératif français d'une loi qui interdit de reprendre les cendres. On peut mettre l'urne en terre, ce qui revient dans la symbolique à remettre un cercueil. Tu disais tout à l'heure qu'on parle aussi d'inhumation. On peut inhumer une urne, on peut la mettre dans un columbarium, on peut disperser les cendres au jardin du souvenir, mais tout ça se fait 48 heures après l'incinération. Et j'insiste aussi sur une chose qui est importante, c'est que c'est la famille qui, au cours de son entretien avec l'officiant, quand il y a eu un officiant, que ce soit un catholique, un protestant ou même un officiant laïque, c'est la famille qui décide si au moment où elle va mettre l'urne en terre, dans un columbarium, etc., si elle souhaite que l'officiant soit présent ou pas. Mais j'insiste bien là-dessus, incinération, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cérémonie. Il y a un vrai rituel, il y a une vraie cérémonie, et il y a un vrai accompagnement. Alors nous, je suis ravie d'avoir des confrères qui viennent comme ça de Genève. On est à côté, on est voisins, comme le disait Clément, et par contre, là, on est complètement différents. Pas la même culture, pourtant on n'est pas si loin que ça. Nous, chez nous, chez toi aussi, on remet l'urne la plupart du temps rapidement. Rapidement, c'est-à-dire suivant la volonté de la famille, bien évidemment. Une crémation qui a lieu le matin, l'urne va souvent, très très souvent, nous être réclamée l'après-midi. Que ce soit, donc on l'abordera ensuite, que ce soit pour la destination finale. De toute façon, ça sera pour la destination finale. Mais quand les gens ont besoin, chez nous, alors les mentalités ont besoin également d'évoluer, d'avoir l'urne de suite. Ça fait partie du processus, je pense, de funérailles. Le début, la cérémonie, donc c'est pareil, nous aussi en France, la crémation s'accompagne de cérémonies, qu'elles soient civiles ou religieuses, et ensuite la crémation. La remise d'urne fait vraiment partie intégrante de ces funérailles. D'ailleurs, nous, on fait un accompagnement également à ce moment-là. Mais elle est donnée dans des délais qui sont moindres. Quand je t'entends parler de 48 heures, je pense que même tous les collègues qui sont là doivent être surpris, puisque c'est des choses qui nous arrivent très rarement. Alors, ça nous arrive rarement, mais à côté de ça, et ça nous arrive à tous, nous avons dans nos crématoriums des urnes qui sont en dépôt depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an. Et c'est un réel problème, puisque pour certaines personnes, la crémation étant faite, les funérailles sont terminées. Voilà. Donc on a ces deux cas de figure, mais on n'est pas sur c'est compliqué de dire, pas d'obliger entre guillemets, mais votre pratique, qui est de donner l'urne 48 heures après, chez nous, ça peut être très très compliqué. Vraiment. Alors que, comme on le disait, on est voisins, on n'est pas loin, mais c'est vrai qu'au niveau culturel, je pense que là, il y a une différence. Oui, alors je précise quand même qu'évidemment, dans certains cas où la famille a besoin de l'urne beaucoup plus vite,
Évidemment qu'on s'adapte parce que je crois qu'on fait tous le même métier et que notre souci principal, c'est le souhait de la famille. Mais on se rend compte que les cultures étant différentes, les approches le sont aussi. Mais oui, n'oublions pas que notre souci principal, c'est de répondre favorablement aux demandes des familles. Je pense notamment à des familles qui doivent quitter la Suisse et puis qui ont besoin de l'urne assez rapidement avec un dossier de transport pour pouvoir partir. Évidemment qu'on va, pas appliquer un principe de 48 heures obligatoire. Évidemment qu'on fait le maximum pour que ce soit plus rapide. Ouais, moi je voulais rebondir là-dessus parce que 48 heures, moi je suis une vraie Suisse, alors je trouve que c'est très court, 48 heures. Et en fait, l'immense majorité des gens ne viennent pas dans les 48 heures après. Ils viennent quand ils savent ce qu'ils veulent faire de l'urne. Donc moi, par exemple, j'ai une voisine qui avait perdu le mari de sa mère. C'était au printemps passé. Et là, ils ont décidé le week-end dernier, parce qu'il faisait assez beau, d'aller disperser les cendres sur un alpage dans la montagne où ils aimaient bien aller se promener et pique-niquer. Donc, en fait, ils ont décidé la semaine avant, puisque voyant qu'il faisait beau samedi, ils se sont dit, on va aller aujourd'hui disperser les cendres. Donc, ils sont venus chercher les cendres au centre funéraire de Saint-Georges vendredi, pour les disperser samedi, alors que l'incinération a eu lieu, c'était au printemps. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez différentes. Alors c'est vrai que du coup le risque, c'est qu'on a passablement d'urnes en déshérence. Parce que pour beaucoup de gens, la crémation c'est bien parce qu'une fois que c'est fait, c'est fini, on n'a plus ce problème du corps, quoi. Ouf, c'est réglé, on en est débarrassé. Mais sauf que non, on n'est pas débarrassé. En gros, on a un paquet qui fait à peu près l'équivalent de 2 briques de lait et il faut en faire quelque chose. Donc, au fil du temps, on a essayé de trouver des solutions pour faire quelque chose de ces cendres. Donc, nous, ce qu'on a fait... moi, quand je suis arrivée au centre funéraire de Saint-Georges, il y a 6 ans maintenant, j'ai ouvert des armoires, j'ai trouvé des cendres qui dataient des années 80, quoi. Donc, parce que nos prédécesseurs n'osaient pas prendre la décision d'en faire quelque chose. Donc, nous, on a décidé de les déverser au Jardin du Souvenir. On les a toutes déversées, après avoir essayé de voir si on retrouvait les familles. Mais encore que c'était assez compliqué d'appeler une famille pour leur dire « Il y a 20 ans, vous avez perdu votre frère, et puis les cendres sont restées dans l'armoire. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ?» Mais bon, voilà. Et puis, maintenant, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on recontacte les familles quand elles ne viennent pas chercher les cendres. Tu me corrigeras si c'est faux, Catherine. Et puis, au bout d'une année, on les déverse au Jardin du Souvenir. Le Jardin du Souvenir, c'est clair ce que c'est. Le Jardin du Souvenir, chez nous, c'est en fait un endroit dans le cimetière, un trou dans le cimetière où on déverse les cendres. Donc, on vide l'urne en terre. Et puis, quand le trou est plein, on le rebouche, on en fait un autre. Donc, c'est en fait une fosse de cendres. Voilà. Alors, je vais rebondir juste sur ce que tu viens de dire. Donc, quand on parlait de la durée au niveau de la garde de ces urnes, nous, on a au niveau de la législation, elle est claire en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse et à Genève, tu vas nous éclairer, mais pour nous, c'est 1 an. Au bout d'1 an, effectivement, on peut disperser ces cendres. Alors, nous, ce n'est pas un puits. Chaque cimetière, après, chaque commune a son mode de fonctionnement, mais peu importe, on est sur le même principe. Mais il y a une législation qui est vraiment très stricte là-dessus. On envoie quand même, nous, par précaution, un recommandé aux familles qui nous permet comme ça de les avertir. Elles se présentent, elles récupèrent, parfait. Il ne se passe rien, on prend en charge. Voilà. Donc on est bien d'accord qu'on évite maintenant, parce qu'on s'est retrouvé avant que cette loi n'existe, on s'est retrouvé avec des cas, comme tu l'indiquais, des urnes qui sont gardées des années et des années. Alors ça paraît vraiment très surprenant, mais je vous assure que c'est vraiment, on a des étagères pleines d'urnes d'1 an. C'est un vrai travail quand on fait ça, on s'y tient vraiment parce que c'est un vrai travail et maintenant qui est légalisé, puisque maintenant on a vraiment cette législation qui nous soutient. Alors écoute, moi je peux te dire que chez nous c'est la même chose. Au bout d'1 année, je suis en droit, en tout cas d'un point de vue réglementaire, de disperser les cendres. Tout comme toi, par acquis de conscience, j'envoie quand même un courrier à la famille en disant voilà, on a toujours les cendres, sachez qu'à telle date elles seront dispersées.
Je vais vous dire à peu près sur une dizaine, quinzaine de courriers que j'envoie par mois, j'ai 2 familles qui se manifestent en disant non, on va quand même les reprendre finalement. Je me permets juste une petite parenthèse qui du coup n'a rien à voir avec la crémation, mais ça me semble intéressant de le dire quand même. Au niveau législation, sauf erreur, vous avez un délai de 6 jours ouvrables pour procéder à une inhumation ou une incinération. Nous, on n'a pas de délai en Suisse. On a un délai minimum de 48 heures, c'est-à-dire que pendant les 48 premières heures, vous allez me dire que les Suisses ont un problème avec les 48 heures, mais non, pas du tout. Pendant les 48 premières heures, je ne peux ni enterrer ni incinérer. Mais une famille qui me dit, écoutez, nous, on est en vacances et puis on va revenir dans 3 mois, il va falloir me le garder jusqu'à ce qu'on soit de retour, et ben j'ai le droit de le faire, et puis j'ai même le devoir de le faire, puisque, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le souhait de la famille. Je sais que ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu choquant pour vous, mais on n'a pas de délai maximum, donc on peut peut-être en conclure qu'en Suisse, personne n'est pressé, en fait. C'est vrai, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, voilà, exactement. C'est vrai qu'on a été surpris avec Bertrand aussi quand on a eu le plaisir de venir vous voir à Genève par ce détail-là, puisque nous, c'est 24 heures minimum et 6 jours ouvrables maximum. Et c'est vrai que ça a été très surprenant d'entendre ça. Et ça se passe, et une phrase qui m'a marqué quand on s'est rencontrés aussi, c'est on compte sur le sens commun, voilà, sur le bon sens, oui, on compte sur le bon sens et sur le bon sens de tout le monde. Et non, on a le législateur qui est venu, et c'est bien aussi, et ça se passe bien. Alors ça se passe bien, oui, dans la majeure partie des cas. C'est vrai que il me semble par contre, alors là c'est le regard français de la Suisse qui parle, je pense que ce serait bien que le législateur en Suisse mette un jour un délai maximum pour éviter certains débordements. Des familles, par exemple, qui ne s'entendent pas. Ça, on pourra en rediscuter aussi concernant la destination des cendres. Mais on a eu une famille qui ne s'entendait pas du tout, 2 frères qui n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait faire de leur mère. Et puis, au bout d'1 an, on a quand même, nous, décidé de l'inhumer, parce qu'on ne trouvait pas correct d'un point de vue déontologique d'attendre que le législateur fasse quelque chose ou que les frères arrivent à s'arranger. J'en viens aussi à vous parler des cendres. Les cendres, jusqu'à 1 an et demi à peu près, on nous disait, tiens, on voudrait bien avoir 2 sachets, parce qu'il y en a un qui part en Italie, l'autre qui reste en Suisse. Et puis un jour, on nous dit, il nous faudrait 5 sachets. Puis du coup, il y en a 2 qui sont 2 membres de la famille qui viennent chercher 2 sachets. Puis on se retrouve avec 3 sachets sur l'étagère. Et moi, personnellement, je me dis, mais on ne ferait pas ça pour un défunt qu'on va inhumer. On ne va pas vous le mettre en 3 morceaux. Voilà. Ça serait peut-être... ça permettrait peut-être de vendre 3 cercueils, mais on est bien d'accord que ce n'est pas possible. Pourquoi on le ferait finalement pour des cendres? Un défunt, c'est un défunt, qu'il soit inhumé dans un cercueil ou mis dans une urne. Pour moi, un défunt, c'est une entité, c'est une personne, et c'est donc un sachet. Libre par contre après à la famille d'en disposer comme elle le souhaite, puisque encore une fois, on n'a pas cet impératif, nous, vous avez une loi en France qui vous empêche de remettre les cendres aux défunts. Oui. Moi, je remets les cendres aux défunts si après ils veulent faire 10... Pardon, aux familles. Dessin, Ah, mais c'est pour ça que j'y arrive pas, du coup. C'est ça, tu n'y arrives pas parce que c'est pas possible. Mais voilà, la famille est libre après de faire le choix qui, finalement, j'ai envie de dire, en son âme et conscience, le choix qui lui semble être le meilleur. Effectivement, nous, on a eu la loi Sueur, qui s'appelle loi Sueur, en décembre 2008, qui a vraiment légiféré à ce niveau-là, pour ne pas tomber dans ce que tu racontes, tout simplement, avoir plusieurs sachets, se distribuer les cendres, ou alors garder les cendres à la maison, puisque on reviendra certainement là-dessus, on reviendra là-dessus, on n'a pas le droit. Pour des raisons éthiques, effectivement, on assimile les cendres à un corps, et je pense qu'après, ça parle à tout le monde. On sait très bien ce qu'on en ferait ou ce qu'on n'en fait pas. Tu parlais de bon sens, mais je crois que la base, elle est là. C'est du bon sens, tout simplement. On enchaînait exactement, mais je crois qu'on a commencé à l'aborder. Et il est l'heure de... C'est ça, quand je dis il est l'heure... Non, mais sans problème. Et on a commencé à l'aborder naturellement sur le prochain thème, donc la destination des cendres. Quelqu'un veut commencer avec ça? Je me lance. Donc la destination des cendres, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien joli d'incinérer ou de crématiser. Ensuite, il faut faire quelque chose avec les cendres.
Donc nous, il y a plusieurs offres actuellement sur le marché. Il y a ce qu'on appelle le columbarium. Donc le columbarium, c'est un mur plus ou moins grand avec des cases dans lesquelles on pose l'urne et puis on referme le mur et puis on accroche une petite fleur et on met le nom du défunt sur la plaque. Voilà, ça c'est chez nous les columbariums, on peut mettre jusqu'à 3-4 urnes dedans, donc ça permet en fait de regrouper des membres d'une même famille ou des amis dans une case. On a ce qu'on appelle aussi chez nous les tombes cinéraires, donc c'est la mise en terre de l'urne, et on a beaucoup dans les cimetières. Donc comme on a 90% d'incinération, on a du coup beaucoup de place dans les cimetières, et en plus on a beaucoup de petites tombes, puisqu'on a beaucoup de tombes cinéraires qui prennent pas beaucoup de place, puisqu'elles sont plus petites que les tombes de corps. Mais par contre, après, l'utilisation de cette tombe, c'est la même chose que pour une tombe de corps. La famille peut mettre un monument, peut la fleurir, décorer, et donc ça permet en fait d'avoir un espace de recueillement entre guillemets personnel ou privé. On a aussi ce que pour les familles qui ne souhaitent pas avoir un lieu à entretenir, ce que j'ai présenté avant, le jardin du souvenir, qui peut être, chez nous à Genève, il est complètement anonyme, mais dans d'autres villes, il y a quand même un panneau avec une plaque où on met le nom de toutes les personnes qui sont dans ce jardin du souvenir. Et puis après, il y a d'autres pratiques qui se développent passablement en Suisse, et notamment venant de la Suisse alémanique, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours... Enfin, chez nous, les innovations dans le domaine viennent quand même beaucoup de la région germanophone. Ce qui se développe, c'est ce qu'on appelle les forêts du souvenir aussi, beaucoup. Donc, c'est de verser les cendres au pied d'un arbre qui est, là, il n'y a pas de signe distinctif, si ce n'est une petite plaque sur l'arbre, éventuellement, avec le nom du défunt. La pratique est différente d'une région à l'autre. On en trouve à Zurich, on en trouve à Bâle. Il y en a un, le premier en Suisse romande, dans le Jura. Sur Genève, on a eu plusieurs interpellations au niveau politique pour créer des forêts du souvenir. Mais comme on a un tout petit territoire, très peu de forêts publiques, on préfère l'utiliser à autre chose. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis, on était il y a trois semaines avec nos collègues d'entreprise de pompes funèbres en Suisse romande qui nous parlaient aussi de quelque chose qui est plus exotique, c'est la fabrication de diamants à partir des cendres. Donc ça se fait. Nous, ça ne nous arrive pas parce que je pense que comme on a une entreprise publique, les gens qui viennent chez nous sont assez... sobres dans les demandes, mais nos confrères privés ont plusieurs fois par année des demandes. Donc on envoie 250 grammes de cendres dans une entreprise et puis 3 semaines après, on reçoit un diamant. Je crois qu'elle comprime pour le carbone en fait, qui est à l'intérieur pour recréer. Oui. C'est ça, c'est oui. la cendre comprimée Tout à un point fait. qui rend en tout cas les molécules Voilà. proches en fait, du non, proches mais du c'est diamant. pas qu'on échange les cendres contre un diamant, c'est qu'on fait un diamant à partir des cendres. Voilà. C'est bien les cendres du défunt, mais on les échange pas, c'est ça. C'est bien ça, du défunt. Mais c'est Une partie des cendres du défunt parce qu'ils en utilisent 250 grammes. Voilà, le reste, il faut en faire quelque chose d'autre. Alors avec Voilà. la loi Sueur, du coup, alors je ne sais pas comment ça se passerait pour la législation en France, mais avec la loi Sueur, je pense que du coup, séparer les cendres, on n'aura pas de diamant, je pense. On n'aura pas de diamant tout de suite. Voilà. Bon, je reviens sur la loi Sueur et finalement, on vient d'en parler et on y retourne. On y retourne. Nous, on est vraiment... tout est simple finalement chez nous. Hein. Finalement, c'est peut-être même plus simple que chez vous, parce que nous, on n'a qu'à suivre les règles. C'est clair. On a une loi Sueur, 2008, et on suit. Alors, on l'inhume. Alors, en caveau, pareil. En concession terre, donc jardin cinéraire. Là, pour l'instant, on a les mêmes termes. Ensuite, columbarium, tout pareil. Alors, différentes formes suivant les communes. Hein. Là, c'est les communes qui mettent à disposition ce genre d'emplacement. Les dispersions. Hein. Dispersion également, différents moyens. Hein. Il y en a, ça va être sur des galets, d'autres dans des puits. Voilà, ça, toujours mis à disposition par la commune. Et ensuite, on a la dispersion en pleine nature. Alors, pleine nature, alors là, attention, on se complique un petit peu, pas de voie publique. Ah, alors là, on se dit voie publique, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, vous voulez disperser en montagne. Reprenez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. On assimile l'urne à un défunt, à un cercueil. Est-ce que vous iriez poser le cercueil en plein milieu du chemin ? Non, on va le mettre à droite, on va le mettre à gauche, on ne le met pas sur le chemin. On évite aussi donc tout ce qui est privé, c'est interdit chez nous. Pas dans le jardin, pas sur la cheminée. Maintenant, on n'a plus le droit.
on ne pourrait pas faire le diamant, comme on est de le dire, tout simplement parce qu'on ne peut pas séparer les cendres. Voilà. Après, alors on le dit, il y a pas, la législation est telle qu'elle est, donc pour nous c'est très simple. Après, on n'est pas derrière les familles, mais elle est comme ça. Et il y a le code pénal qui est là aussi pour attraper. Bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Je pense que ça n'arrivera jamais. Après, ces choses n'ont pas été faites par hasard. Des gens qui pouvaient, par exemple, tout simplement avoir l'urne chez eux, se la faire voler, puisque c'est arrivé. Une voiture, donc très récemment sur Lyon, c'est arrivé. Les gens sont venus chercher l'urne chez nous, à Lyon, au crématorium de Lyon. Le monsieur est rentré, l'urne était dans son coffre, il est rentré chez lui. Le temps qu'il redescende, il s'était fait voler sa voiture. Simplement, l'urne était dans le coffre. Alors nous, ça nous fait sourire là maintenant. Lui, il ne souriait pas du tout. Alors heureusement, la voiture a été retrouvée, l'urne était dedans. Donc voilà, l'histoire se finit bien. Elle peut mal se finir. Et là, on est toujours après sur le bien-être. Il faut penser aux gens. Une famille, vous faites voler l'urne, mais c'est terrible ensuite à gérer. Donc je pense que cette loi Sueur aussi était là pour un peu cadrer tout ça. Voilà. Bon, c'est des impératifs qu'on a, mais qui nous permettent de tout cadrer. Donc nous, comme on n'a pas de vol en Suisse, on n'a pas ce problème. Oui, c'est vrai, c'est la Suisse. Non, j'ai oublié de parler de la dispersion dans la nature. Donc chez nous, ça se fait beaucoup, mais on a de la peine à le quantifier parce qu'en fait, nous, quand la famille demande à récupérer l'urne, on lui demande pas ce qu'elle veut en faire. Donc on ne sait pas trop. Alors que nous, je suis désolée, la législation est très stricte. Enfin, pas stricte, mais elle est droite. Quand on va disperser en pleine nature, il y a une déclaration qui est faite au lieu de naissance de la personne décédée. Donc, il y a une traçabilité. On garde justement cette traçabilité des cendres, au même titre qu'on a une traçabilité pour un cercueil lors d'une inhumation. Alors, pour ce qui concerne la dispersion des cendres dans la nature, pour nous, effectivement, tu as raison, on n'a pas de législation. Quand une famille nous dit « est-ce que j'ai le droit d'aller disperser les cendres dans le lac ?» Forcément, parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, entre parenthèses, on dit le lac Léman, on ne dit pas le lac de Genève. C'est difficile de dire à la famille oui, faites-le ou non, ne le faites pas. En tout cas, à Genève, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous dise oui, vous avez l'autorisation ou non, je vous l'interdis. Notre rôle, il est de conseiller. Et là, pour le coup, il est de conseiller de ne pas balancer l'urne dans le lac, mais de les disperser. Parce que moi, quand je procède à une incinération, les cendres, je les remets à la famille dans un sac, qui est lui-même éventuellement dans une urne. Encore une fois, ça, c'est le choix de la famille. Mais à l'intérieur de ce sac, il y a une plaquette d'identification. Et ça veut dire qu'en tout temps, un plongeur qui va remonter l'urne peut nous la ramener. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une urne qui est identifiée, puis qu'on va devoir rendre à la famille. Donc, on a un véritable rôle de conseil quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait avec une urne. Je prends l'exemple, est-ce que j'ai le droit de jeter une urne depuis un hélicoptère ? Moi, je vais vous déconseiller de jeter l'urne parce qu'elle peut tomber sur quelqu'un. Par contre, essayer de disperser les cendres. Il y a un vrai rôle de conseil parce que je crois que là, on touche quelque chose d'un petit peu sensible où le défunt peut avoir dit à ses proches, moi, tu vois, j'aimerais bien être au pied d'un arbre ou j'aimerais bien être en pleine nature et puis ou j'aimerais bien être dans le lac ou peu importe. Et puis la famille se retrouve avec une urne en se disant voilà, je vais respecter le souhait de mon défunt, mais c'est pas la première, c'est la première fois qu'elle a à le faire, c'est pas évident, c'est déjà pas un geste facile à faire en soi et c'est important, je pense, à ce moment-là d'être des vrais professionnels et de pouvoir dire comment ça peut se faire pour que ça se passe le mieux possible. Juste une anecdote, il y a quelques années, on m'a renvoyé une de ces plaques d'identification. C'est une personne qui habite au bord de la mer du Nord, aux Pays-Bas, qui m'a renvoyé une plaque d'identification en me disant « j'ai trouvé ça sur la plage ». Donc voilà, alors je me suis demandé si l'urne avait été jetée dans le lac et puis que par le Rhône, elle était partie sur la Méditerranée et remontée en mer du Nord, ou bien si les cendres avaient été déversées sur un voilier du côté d'Amsterdam, je ne sais pas. Suisse, on se pose des sacrées questions. On a le temps. Vous avez le temps de vous les poser.
Et je reviens sur mon fameux délai parce que je pense aussi que c'est notre rôle de dire aux familles, attention, quand vous dispersez, il n'y a pas de marche arrière. Si vous mettez l'urne en terre, si vous mettez l'urne dans un columbarium, si demain vous déménagez puis vous avez envie que votre défunt vous suive, tout comme vous pourriez procéder à l'exhumation d'un corps, c'est possible. Les cendres, dès que vous les avez dispersées, il n'y a plus de machine arrière, c'est terminé, c'est la décision finale et c'est trop tard ensuite pour regretter. Et je reviens à ce fameux délai qui, je suis désolée, mais aujourd'hui il me semble tout à fait approprié de dire... On n'est pas pressé de prendre une décision. Ne dispersez pas des cendres, même si c'est votre défunt qui vous l'a dit, parce que c'est pas urgent de le faire. C'est jamais urgent de le faire. Je vais me permettre de vous parler de mon cas personnel. Moi, j'ai encore des enfants mineurs. Moi, je veux que mes cendres elles soient dispersées, mais je demanderais qu'elles soient dans un columbarium si jamais il devait m'arriver quelque chose, le temps que mes enfants soient majeurs et qu'ils soient tous en mesure d'assumer cette notion de dispersion. Parce qu'on prend des décisions pour soi, on dit ce qu'on voudrait, mais ce n'est pas nous qui allons les réaliser. On impose quelque chose d'important à nos proches. Et ça, il faut vraiment l'intégrer dans notre discours. Je me permets aussi de revenir, tout à fait, parce que ce que nous voyons, nous, alors peut-être plus précisément, nous en France, peut-être moins chez vous, vu le pourcentage de crémation que vous avez, nous, souvent, c'est le choix du défunt d'être incinéré. Je reprends le terme suisse. Tu vas finir par être converti. Ça va être terrible, ce qui m'arrive. Et ce n'est pas le choix des proches. C'est important. Ça veut dire que le moment de la remise d'urne, on insiste avec Catherine sur ce moment, puisqu'il est souvent occulté. Et il faut vraiment prendre conscience qu'il est très, très important. Les proches n'ont pas choisi la crémation. Ils ne sont pas forcément tous crématistes. Donc pour eux, c'est très compliqué de se retrouver avec une urne. Ils laissent un cercueil, ils récupèrent une urne, c'est très très compliqué. Et là, le problème se pose. Donc effectivement, avoir ce délai de 48 heures, mais je trouve ça très très bien pour les familles de leur dire, prenez le temps. Ne soyez pas pressés. Laissez l'urne au crématorium le temps qu'il faut. Alors, pas un an, on est bien d'accord, mais laissez-le au crématorium le temps de prendre la décision, la bonne décision, et de continuer à faire les choses avec l'acceptation également. Parce que, voilà, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste deux petites précisions un petit peu sur ce que tu disais sur la destination des cendres, aussi sur le côté légal. C'est vrai qu'on a un document qui est la déclaration de destination des cendres, et qui est vraiment le point central pour nous. Pour pouvoir rendre une urne, il faut que ce document soit rempli et que la famille finalement s'engage à ce qu'elle va faire avec les cendres de son défunt. Donc ça, c'est quand même un point important. Sachant que cette destination des cendres qui va être signée au moment de la prise de décision, entre guillemets, de la crémation, si jamais vous n'avez pas cherché l'urne, la famille ne vient pas chercher l'urne tout de suite, elle peut en changer encore. On en parlait, la famille opte pour la dispersion, ils viennent chercher l'urne le lendemain, et là, la nuit, non, ça va pas. Ça va pas. Et là, il ne faut pas hésiter. Il faut revenir vers votre entrepreneur de pompes funèbres et lui dire non. Non, finalement, je ne veux plus la dispersion. Je veux l'inhumation. Donc, il ne faut pas hésiter. Rien n'est figé. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller. On va aller tout doucement vers le quatrième thème. On sait que le choix de la crémation, c'est un choix individuel. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Mais il y a en tout cas, on a voulu aborder celui de l'écologie, en tout cas, qui peut être un des moteurs de ce choix. Et voilà, et je vous laisse la parole. Du coup, vous aurez tous compris que c'est moi qui ai insisté pour ce thème. Beaucoup. Ça me paraît important d'en parler parce que il me semble que c'est une préoccupation de plus en plus pour vous, pour moi, pour notre jeunesse, de savoir vers quoi on se dirige pour la planète.
Je voulais souligner qu'on a un vrai travail à Genève sur l'écologie, sur la réflexion notamment au niveau de nos cercueils. On demande, d'abord on a des fournisseurs qui sont en Suisse, on indique toujours à nos familles la destination, la provenance du bois. Et puis on demande des vernis qui soient des vernis écologiques, parce que finalement, même quand c'est incinéré, il faut que ce soit des vernis écologiques. J'ai aussi fait un travail de recherche concernant la façon de donner des cendres à la famille, parce qu'on a des sacs plastiques qui sont des sacs plastiques, vraiment, il faut un ciseau pour les couper, enfin, des trucs super solides, etc. Et puis je me demandais quand même à un moment donné si c'était pas un peu crétin de mettre ça dans une urne écologique. Alors du coup, j'ai cherché des sacs écolos, des sacs biodégradables. Et bien vous pouvez pas imaginer comme j'ai galéré pour trouver des sacs où ce soit pas marqué dessus déchets organiques, parce qu'évidemment que ça je pouvais pas le faire, où il n'y ait pas un petit épi de maïs ou un petit truc comme ça. J'ai fini par trouver des sacs. Alors ils sont verts, mais du coup ça va plutôt pas mal avec l'écologie, hein. Bon, voilà. Ils se voient pas trop en plus dans l'urne. Dans l'urne, non, ils se voient pas trop. Mais on peut maintenant aussi, donner directement ce sachet à la famille, parce que quand vous allez vers une dispersion, à quoi ça sert d'avoir une urne ? Vous allez disperser les cendres, puis après vous allez vous retrouver avec une urne, alors à moins d'en faire un vase dans le jardin. Vous savez que souvent les gens nous ramènent l'urne en disant on est un peu embêtés, puis on n'ose pas trop la mettre à la poubelle, donc on peut nous reprendre les urnes pour les détruire. Et cet aspect écologique, il me semble important, parce que tout ça, c'est des choses qu'on met en terre. Alors évidemment, on met aussi en terre des cercueils, des corps qui sont bourrés d'antibiotiques ou d'autres produits, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je pense qu'on a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau des cendres, sur ce qu'on fait, à la planète. Voilà. Oui, alors au-delà de l'urne et des cendres, on a aussi la question des fumées, hein, parce que nous, le crématorium est au centre de la ville, enfin au centre, dans un quartier en tout cas qui se peuple énormément, et les habitants étaient très inquiets. Donc ça, je voulais juste clarifier les choses. Ça fait maintenant plusieurs années, voire décennies, qu'il y a des filtres à particules sur les fours, qu'on est suivi, on est contrôlé. Je pense qu'on est contrôlé plus que même l'entreprise des Cheneviers chez nous qui incinère les déchets ménagers. Donc on a des contrôles plusieurs fois par année pour vérifier les émanations des fumées du crématorium. Et puis, je voulais aussi dire quelque chose concernant le type de four, puisque la particularité, pour l'instant, encore en tout cas à Genève, c'est qu'on a on a des fours électriques, on n'a pas des fours à gaz. Et je voulais juste clarifier sur le pourquoi de l'électrique, c'est que quand ces fours ont été construits dans les années 70, c'était la grande phase de l'électricité hydraulique en Suisse. Vous savez qu'on a beaucoup de barrages, on a beaucoup d'électricité hydraulique, et du coup, ça allait aussi dans cette logique-là, en fait, d'utiliser une énergie locale, autonome, et de ne pas dépendre d'un fournisseur externe. Alors maintenant, on arrive en fin de vie de ces fours, et puis on va devoir les changer. Et on se rend compte que les fabricants de fours actuellement, il n'y a quasi plus que des fours à gaz. Donc je pense qu'on devra s'y mettre. Mais voilà. Bienvenue dans notre monde. Parce que nous, on fonctionne avec des fours à gaz. Donc pareil, hein, donc là, on n'a pas plus de différence que ça, si ce n'est que nous sommes la France. Donc nous avons eu une loi en 2010. Oui, parce qu'on aime bien, nous. Donc, oui, il a fallu... il y a eu des normes à respecter. On a eu 8 ans pour le faire. On l'a fait. Donc, pour Lyon, pour Grenoble, hein, on est tous maintenant avec ces normes de filtration. Contrôle également régulier des fumées en sortie de cheminée, hein, pour être un peu technique. Mais je pense que c'est important aussi de le savoir, puisque... Le crématorium de Lyon, il est dans le cimetière de la Guillotière, pour ceux qui connaissent. On est dans le 8e, c'est limitrophe, 8e arrondissement de Lyon, donc en plein centre-ville.
avec des habitations également tout autour. Donc c'est vrai que ça peut, c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a des contrôles qui sont effectués. Donc là, c'est pour la partie technique. Pour revenir sur les urnes, je te suis absolument là, il n'y a aucun souci. Et maintenant, je pense que c'est acté par tout le monde. Les urnes, on en parlait, les urnes immersibles, quand c'est des dispersions en mer ou en lac, que ce soit au lac de Genève ou alors ailleurs. Pour les dispersions, eh bien oui, c'est vrai que... Alors nous, par contre, on ne repart pas avec son sachet chez nous. Eh non, nous, on repart avec une urne, alors qu'elle soit biodégradable, en carton. Après, il y a différents modèles. Hein. Chaque entreprise aura son modèle. Pour les urnes biodégradables, pour les inhumations, parce que nous, alors aussi, ce qu'on a en plus des... Alors c'est peut-être spécifique à Lyon, hein, mais ce qu'on a en plus au niveau des cimetières, on a ce qu'on appelle les rosiers. Donc on peut disperser les cendres au pied d'un rosier. Alors non, ce n'est pas une vraie dispersion. On a commencé comme ça il y a quelques années, hein, une petite anecdote, moi aussi, par disperser les cendres au pied d'un rosier. La famille achetait un rosier, hein, et on faisait un trou et on dispersait les cendres. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que les rosiers mouraient. Donc la ville de Lyon et le cimetière des Guillotières a perdu tous ces beaux rosiers. C'est surtout les jardiniers du parc de la Tête d'Or qui se sont un petit peu arrachés les cheveux parce que c'était leur propre rosier. Donc on a trouvé une autre solution. On s'est rendu compte donc, que c'était toxique pour les rosiers. Donc on a tout simplement pris des urnes biodégradables pour pouvoir les inhumer. Mais on est quand même sur une dispersion, puisque l'urne biodégradable va partir et laisser place ensuite aux cendres. Donc voilà pour la petite histoire. Donc elles sont en sable, qu'elles sont en plein de choses. Hein. Là, pour le coup, le catalogue est énorme, mais tend à respecter au maximum. Mais nous n'avons pas encore cette possibilité de partir avec nos cendres dans un petit sachet comme ça. Et je pense que là, il va falloir encore qu'on évolue. Là, on est un petit peu en retard peut-être encore. Alors j'en profite pour dire que je ne donne pas le petit sachet juste comme ça, le sachet vert. Non, je voulais juste aussi souligner que ces réflexions sur l'écologie et puis la rationalisation de ce qu'on utilise nous permet, en tout cas à Genève, on a cette chance de pouvoir le faire en tant que service public, de faire travailler des entreprises, alors qu'on appelle établissements pour l'intégration, des entreprises sociales qui s'occupent de réinsertion professionnelle, etc. Donc c'est pour moi quelque chose d'assez gagnant-gagnant. Et puis, si vous me permettez, je vais jeter un petit pavé dans la mare pour parler d'un sujet délicat. Ouais. Les garçons ont peur, là, tout d'un coup. Là, évidemment, ce sera des décisions politiques. Et puis, ça demande aussi des évolutions de mentalité. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2500 incinérations par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en énergie. Mon crématoire de Saint-Georges est en plein milieu d'habitation et je me dis que ça serait quand même pas idiot un jour de réfléchir à utiliser cette énergie pour chauffer les bâtiments qui sont tout autour. Mais j'ai pas l'impression pour le moment que mon idée emballe les foules. Ton crématoire est, je me souviens plus, on en a parlé, il est pas chauffé. Alors non, nous on est chauffé par un autre type d'énergie. Bon bah là, allez hop, je me la pète un peu. Nous, on se chauffe avec. Alors ça peut choquer, mais ce n'est pas de l'énergie perdue. Voilà, tout simplement. Bravo. Mais on espère pareil, hein, on est dans la même idée de récupérer. On aimerait pouvoir faire évoluer les choses et s'étendre, nous, sur le quartier. C'est pareil, on est en centre-ville, on pourrait chauffer des habitations, effectivement. Ça demande un peu d'évolution, peut-être encore, de mentalité, peut-être. Hein. On n'en est pas encore là, mais les choses évoluent. Mais oui, on y croit. On y croit. Merci. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Donc, Bertrand et moi, on va passer dans la salle. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne le micro. On va se mettre chacun d'un côté de la salle pour que ces dames puissent répondre, ou nous-mêmes si vous avez des questions. On va les laisser boire un coup pendant ce temps-là, peut-être pour... Ouais. Bon, on compte sur vous pour les questions. Hein. Bonsoir.
Bonsoir. Il y a un thème que je n'ai pas vu aborder, c'est le statut symbolique des cendres elles-mêmes. Autrefois, dans les cimetières, la société pouvait se retrouver autour de ces morts. À partir du moment où il existe une appropriation des cendres par des ayants droit, ces ayants droit n'étant pas toujours d'accord les uns avec les autres, vous savez bien ce dont il s'agit, cette appropriation fait que les cendres peuvent être mises dans un lieu qui n'est pas accessible à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'un lieu pour le souvenir. Eh bien, c'est là que je pose aux praticiens cette interrogation. Oui. Qu'est-ce qui vous revient ? Évidemment, il y a une partie, tout ce qui est dans les cimetières, cavurnes, columbariums, bon là, qui ont un statut, mais quand il y a un statut de dispersion extérieure, comment font les personnes qui souhaiteraient être en contact avec un lieu pour le souvenir? Là, vous abordez la question de la privatisation des rituels funéraires et des défunts, où c'est vrai que c'est un courant qu'on voit de plus en plus, hein, de la volonté de s'approprier ses propres défunts et d'en faire ce qu'on veut, et surtout que ce ne soit plus un défunt qui appartient à l'ensemble de la société, mais uniquement à ses proches. Le problème, c'est que parfois les proches ne sont pas d'accord entre eux, ou que parfois on ne connaît pas les proches de son propre défunt. Donc, du coup, c'est vrai, alors c'est pas un problème lié uniquement aux cendres, puisque c'est un problème, par exemple, au moment de la cérémonie aussi. Traditionnellement, la cérémonie funèbre, elle est publique, elle est ouverte à toutes et tous, et puis que nous, on a de plus en plus de demandes de faire des cérémonies dans l'intimité, ou surtout où on nous dit « vous restez devant la chambre mortuaire, je ne veux pas que quelqu'un vienne voir mon défunt ». Voilà. Ça, c'est des tendances qu'on voit dans la société de plus en plus, et ce n'est pas forcément lié aux cendres. Après, ce qui se passe avec les cendres, c'est que comme le paquet est plus petit, c'est plus facile de le garder chez soi, on peut se le passer, et puis du coup, on ne le met plus forcément dans un cimetière qui, par définition, est un lieu public. Donc c'est vrai que c'est une réflexion qui est en cours. C'est vrai qu'alors, du coup, nous, on a ces jardins du souvenir dans lesquels, en fait, finalement, on ne sait pas très bien qui est dans le jardin du souvenir. Donc le jardin du souvenir, finalement, c'est un lieu de recueillement pour toutes et tous. Et puis, par exemple, le dernier jardin du souvenir qu'on a fait au cimetière de Saint-Georges, avec un artiste, ça se veut vraiment comme un lieu de recueillement qui va au-delà de la présence ou pas des cendres du défunt. Mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit et qui existe, en fait, qui dit quelque chose de la société dans laquelle on vit. Je veux juste ajouter une petite chose par rapport à ce que disait Inès sur les jardins du souvenir. On a, nous, 6 jardins du souvenir, donc 5 qui sont réputés complets et puis un 6e qu'on vient d'ouvrir. Mais par contre, on garde toujours de la place dans les anciens jardins du souvenir pour que, par exemple, un monsieur qui décède puisse y rejoindre son épouse. Parce que ça, effectivement, ça a du sens pour la famille et ça fait un lieu de recueillement commun. Donc, on a possibilité d'avoir les défunts dans le même jardin du souvenir. Les gens, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Mais par contre, on tient évidemment à jour des registres. Donc, on est capable en tout temps de vous dire dans quel jardin du souvenir repose tel ou tel défunt. Après, c'est vrai, comme disait Inès, que ce qui finalement est le choix intime de la famille nous échappe et on n'a pas de contrôle dessus. Et je vais rajouter encore une chose. Ah, il marche mieux celui-là. J'utilise celui-là la prochaine fois. Je voulais juste rajouter une chose aussi. Je connais une personne, une thanatologue sur Suisse, qui dit que attention à la dispersion. Parce que, par exemple, si vous emmenez vos petits-enfants disperser les cendres de leur grand-père dans le lac, et puis après, il va se dire, mais est-ce que je peux encore nager dans grand-papa ? Voilà, donc ça, c'est des questions qui se posent, c'est des questions philosophiques, c'est des questions éthiques, c'est des questions personnelles. Chacun a une interprétation différente, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent. La dispersion en nature, c'est pas anodin, et ça n'a pas forcément, ça peut pas se faire comme ça sans rien. Moi, j'ai aussi en mémoire le cas d'une personne qui a voulu respecter la volonté de son mari, qui voulait être crématisée et puis qui voulait être versée au jardin du souvenir.
Et elle, quand elle a vu que le jardin du souvenir, il n'y aurait pas le nom de son mari écrit quelque part, ça lui a posé un problème. Donc elle est venue me voir en me disant, mais je fais quoi? Lui, il voulait ça, mais moi, j'aimerais quand même bien avoir un endroit où aller mettre une fleur et des bougies à Noël. Du coup, moi, je lui ai dit, mais tu fais ce que tu veux. Avant, quand il est vivant, tu ne pouvais pas forcément faire toujours tout ce que tu voulais avec lui, mais là, tu peux faire ce que tu veux avec les cendres de ton mari, parce que finalement, ce qui compte, c'est que toi, tu puisses vivre ton deuil, et puis que toi, tu sois bien avec. Puis lui, là où il est, quoi qu'on en croie ou quoi qu'on en dise, ça lui ira très bien si ça va bien pour toi. Moi, tout simplement, je voulais dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Catherine, c'est que là, en tant que professionnel, on arrive avec un devoir de conseil, pas décisionnaire, mais vraiment de conseil pour accompagner au mieux. Avec tout ce qui vous a été dit là, avec le sourire, mais qui est vrai, pour que vous preniez conscience des conséquences de chaque acte, tout simplement. Je vais juste finir la question à madame et puis je vous la porte. Alors moi, du coup, c'était une question de curiosité. Je voulais revenir au sujet écolo. Je souhaitais savoir s'il y avait de plus en plus ou pas de personnes qui utilisent des cercueils en carton. Et j'ai vu aussi une émission où il y a des personnes qui confectionnent, des personnes d'un certain âge qui confectionnent avec beaucoup de créativité leur futur cercueil. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui se faisait ou pas. Merci. Alors, l'histoire du cercueil en carton. Alors, le cercueil en carton est souvent présenté comme j'allais dire le remède miracle pour l'écologie. Alors, comment tu dis, nos fours crématoires, c'est ça, tu dis comment, crématoires, voilà. Ils l'aiment pas. Ils l'aiment pas du tout. Ils l'aiment pas du tout. Alors, il y a une seule norme en France, parce que nous, donc je reviens, en France, nous on a des normes aussi, on a des lois, on a des normes. Il n'y a qu'une seule norme de cercueil en carton que l'on accepte, qui répond au mieux. Et encore, c'est parce que nous, on n'en passe même pas un par an. Voilà. Alors souvent, ils sont plus chers qu'un cercueil simple en pin. Il faut le savoir. C'est pas forcément de l'économie. Vos cercueils en carton, des fois, ils arrivent de l'autre bout de la Terre. Souvent, ils arrivent du côté asiatique. Et donc, au niveau de l'écologie, on a déjà un petit souci, là. Faire du carton, c'est bien, ça prend de l'eau. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, peu importe. Ce n'est pas vraiment ce qui est le plus utilisé. Ça le serait, ça le serait. Les entreprises le proposent, ils savent que nous, on ne prend que ceux répondant à une certaine norme. Ils le savent. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils en vendent plus. Comme on le disait, maintenant les cercueils, les vernis, tout ça, on est vraiment sur une tendance très écologique. Donc on a meilleur compte, que ce soit de manière financière que écologique, à prendre un cercueil simple en pin, tout simplement. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Catherine. C'est pas de la vraie écologie aujourd'hui. En tout cas, moi, on m'a jamais proposé un cercueil carton qui soit vraiment de l'écologie. Effectivement, quand ça vient de l'autre bout de la planète, en indice carbone, on n'est carrément pas bon. Il faut savoir que pour contenir un corps qui peut, par exemple, perdre du liquide, il faut quand même une certaine solidité. Cette solidité, avec les cercueils en carton, est obtenue au moyen d'argile, c'est-à-dire qu'il y a de l'argile au milieu des couches de carton. Et comme disait Catherine, les fours n'aiment pas du tout. Et dernière chose, nous, comme l'a dit Inès, on est sur une technologie de four électrique et on ne peut pas, on a besoin du bois en fait pour générer l'incinération. Voilà, pour la combustion, on ne peut pas se permettre du carton. Absolument, puisqu'on ne vous a pas expliqué le fonctionnement de nos fours dans les détails, mais c'est de l'autocombustion. Donc on a besoin de ce bois pour créer cette chaleur. Et le carton ne nous rend pas ces conditions. Oui, moi, ma question portait sur la destination des cendres. Vous disiez donc en France notamment que lorsque vous remettez l'urne aux familles, il fallait que la famille vous indique la destination des cendres. Est-ce que ça veut dire que c'est simplement le fait de dire « je vais disperser les cendres » ou est-ce qu'il faut préciser le lieu ? Alors, effectivement, si vous allez noter, donc il y a plusieurs cases, on va dire en suivant comme ça, mais effectivement, vous devez donner le lieu. Alors, pas seulement la région, dans le 69, dans le 38,
Non, vous devez préciser, puisque c'est à la commune. Nous avons besoin du lieu de commune. La traçabilité se fait comme ça. Ensuite, ça, c'est envoyé, comme je vous le disais précédemment, au lieu, à la mairie du lieu de naissance de la personne décédée. Et là, on a le cheminement. Au même titre qu'on sait qu'un cercueil a été inhumé dans tel cimetière, on sait que cette urne, les cendres étant dans cette urne, sont à tel endroit. Voilà. Uniquement la commune, et pas forcément dire ça va être dans une forêt, ça va être dans une prairie, ça va être... Alors une forêt, vous me dites, je ne sais pas, la forêt de tel endroit, si, il faut. Après, le lieu exact, nous, ce qu'on a vraiment, vraiment besoin, c'est quand même la commune. Oui, je voulais me présenter, c'est Monsieur Chandance. Je suis président de l'association crématiste Visy-Loisan, actuellement et délégué départemental auprès de la Fédération française de crémation. C'est de la région Rhône-Alpes Sud. Je voudrais simplement, concernant lorsque une personne vient adhérer à une association, il y a un testament qui est fait. Et depuis la loi de M. Sueur en 2008, avant ce testament, il y avait une photocopie qui était remise à la mairie du lieu où on vivait. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. L'essentiel, c'est de faire un testament. Ce testament, c'est une partie, il est en photocopie, dans le livret de famille, et l'autre partie, c'est l'intéressé qu'il a, sur lequel il mentionne ce qu'il désire. Comme on vient de le dire, soit il est en pleine nature, soit dans un columbarium. Mais ce qu'il y a, c'est que je reviens aussi sur une autre question concernant le jardin du souvenir. Si vous voulez, auprès des différentes associations, et c'est un projet qui a été mis en place suite à notre demande auprès de la Fédération française, le jardin du souvenir, dans chaque commune, il y a le jardin du souvenir, et à côté, il y a un livre qu'on appelle, sur lequel est mentionné le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès du défunt. Vous voyez? Donc ça veut dire que les cendres que vous avez versées dans le jardin du souvenir, vous avez à côté les caractéristiques du défunt. Alors le columbarium, comme on vient de le dire, on impose des cases qui sont de plus en plus utilisées. 3 à 4 urnes sont mises dans ces cases. Et c'est vrai que dans certaines communes, ces cases sont achetées normalement. C'est au moment de la crémation que la famille prend une case, achète une case. Alors qu'à l'heure actuelle, on est en train de voir, parce que dans certaines communes, les cases, elles sont vendues à l'avance. Donc, si vous voulez, dans des communes, quand vous allez voir un columbarium, vous dites, eh ben, il reste 2 cases, 3 cases, 4 cases. Non, elles sont vendues, vous voyez. Donc, on est obligé d'intervenir auprès de monsieur le maire de la commune afin de prendre, c'est des blocs de 13 cases actuellement. C'est la crise du logement dans les cimetières. Ouais, c'est ça, c'est la crise du logement. Je vais rajouter des choses donc, concernant ce que vous disiez là avec le jardin du souvenir. Effectivement, le cimetière est tenu d'avoir un registre de toutes les personnes qui sont dispersées. Voilà. Alors à Lyon, je vais vous parler de Lyon, je suis désolée, mais c'est quand même ce que je connais le mieux. Nous avons tout simplement une borne informatique. Tout simplement une borne informatique. Les gens viennent, tapent le nom et savent si les cendres du défunt se trouvent bien ici. Voilà, pour continuer sur la traçabilité. Ouais, alors moi j'avais plusieurs petites remarques, questions par rapport à la traçabilité justement, enfin, des dispersions qui ont été faites éventuellement dans la nature. Moi j'avais fait un petit peu de recherche parce que j'ai fait une thèse sur la dimension spatiale
la relation aux morts. Et j'ai pas pu avoir vraiment des données sur ces dispersions en pleine nature, puisque finalement c'est souvent la commune qui est indiquée et on ne sait pas si la dispersion a été faite dans le cimetière ou en dehors du cimetière. Donc c'est vrai qu'il y a cette précision n'étant pas... Et vous n'avez pas trouvé si c'est marqué en pleine nature, même sans qu'il y ait le lieu? C'est les personnes des registres d'état civil qui me disaient non, c'est pas précisé, c'est pas évident. En principe, un registre doit être fait dans chaque commune où justement sont notifiées les dispersions. Oui, mais la précision en pleine nature ou dans le cimetière n'apparaît pas toujours, donc du coup on ne peut pas savoir. Mais sinon, moi je m'intéressais du coup à la question de la privatisation ou des lieux de recueillement qui aussi, soit parce que des personnes peuvent s'approprier les cendres, mais aussi parce que les cendres peuvent être peut-être disposées quelque part loin des personnes qui souhaitent se recueillir. Et du coup, oui, il y a des phénomènes en Angleterre ou aux États-Unis, essentiellement en Angleterre, de financiarisation d'un espace public de recueillement, comme des bancs de recueillement qu'on va financer cet espace public, cet aménagement, avec un signe, le nom de la personne en l'occurrence, par exemple sur le banc. Et en même temps, donc, du coup, ça fait un lieu de recueillement pour les proches, et en même temps, on améliore le cadre de vie de tous. Enfin, voilà, il y a quelque chose... et du coup, c'est un lieu de recueillement, mais sans le corps. Donc, il parle de cénotaphisation, finalement, voilà, c'est des lieux de recueillement, mais où les corps peuvent être ailleurs, ou les cendres. Et puis, il y a quelque chose aussi qui va encore plus loin aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent le Conservation Burials, où en fait, ils financent la préservation d'écosystèmes complets, des grands espaces, des réserves naturelles qui sont financées en venant y inhumer des morts de manière très discrète, très écologique, etc. Donc ça fait des grands espaces naturels qui sont un petit peu aménagés pour pouvoir y circuler et tout ça, mais de manière très très discrète. Et finalement, c'est les morts qui financent comme ça la préservation des espaces naturels. Et ça me rappelle une initiative aussi qui était suisse en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le Alpspielmanda, qui était donc, je ne me rappelle plus, Franz Ebischer, je crois qu'il s'appelait. C'était un philosophe un peu rebelle qui s'était installé dans les montagnes, ou qui y habitait peut-être depuis longtemps, je ne sais plus exactement. En tout cas, il avait une relation à cette Alpspielmanda très très forte, et il devait être aménagé pour être un domaine de ski en fait. Et donc il s'est battu, il a essayé de sauver cette Alpe, et finalement en créant une association pour venir inhumer des cendres dans cette Alpe, il a réussi à financer comme ça le rachat de cet espace et cette sauvegarde aussi. Donc je trouve qu'il y a aussi quelque chose dans comment finalement les morts peuvent financer des espaces publics ou des espaces de réserve naturelle. Voilà, il y a peut-être des choses intéressantes à imaginer là-dedans. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine conférence. C'est l'avenir des cimetières, lieux publics, espaces de vie, espaces de recueillement. Les responsables ne m'écoutent pas, donc ça ne sert à rien que je leur dise. Mais je pense que ce serait un bon sujet en fait, de voir comment on utilise en fait, les cimetières à l'avenir, et puis qu'est-ce qu'on fait, comment en fait, les morts peuvent, dans ces espaces, permettre en fait, d'offrir des lieux de vie à la population. Nous, on voit le cimetière des Rois à Genève, qui est vraiment au centre-ville. Il y a un immense quartier qui vient de se construire à côté. Finalement, c'est le seul parc du quartier. Et du coup, ça donne une toute autre dimension au cimetière, puisque finalement, ça devient vraiment un lieu de vie du quartier. Lieu de vie où on a d'ailleurs, quand vous êtes venu nous voir à Genève, vous l'avez constaté, entre midi et 2h, il y a des gens qui viennent pique-niquer, il y a des familles qui viennent, il y a des enfants qui jouent au ballon. C'est un vrai lieu de vie. C'est assez incroyable. Ça nous a surpris, nous, cette différence qu'on a entre limite se taire, enfin faire très attention dans un cimetière, cette différence. On a été surpris de voir ça un petit peu. C'est pas qu'un lieu de recueillement, c'est un lieu de vie, on pouvait dire, dans ce cimetière. Ça nous a marqué, effectivement. Bonsoir. J'ai deux questions, peut-être incongrues. Est-ce que, concernant les urnes, les gens qui viennent avec leur propre urne customisée et qui disent à l'intérieur, nous voulons aussi nos parents, c'est-à-dire une urne pour 2 personnes, est-ce que pour vous, c'est réalisable ou pas du tout? Alors je sais qu'en France, c'est interdit,
C'est une urne par personne, mais vous en Suisse. Et est-ce que vous acceptez les urnes customisées, que ce soit en France ou en Suisse? Alors effectivement, si la famille vient avec son urne, qu'elle soit customisée ou enfin peu importe finalement le contenant qui lui convient, on peut mettre des cendres, on peut mettre aussi 2 cendres ou même 3. Après c'est une question de volume. Mais j'ai pas d'obligation légale de dire il faut que ce soit une urne de tel ou tel type, etc. Customiser une urne pose pas de souci. Hein. Pareil, qu'elle fasse le bon contenant. Hein. Par contre, oui, non, par contre, pas. Hein, vous l'avez dit vous-même, vous savez, pas 2 personnes dans une même urne pour nous. Rappelons, alors comme chez vous à Genève, hein, mais je ne sais pas si on a bien insisté dessus, chaque urne est identifiée avec le nom, le prénom, date de naissance, pardon, date de décès, enfin surtout l'année, et le nom du crématorium. Hein. Donc, l'urne est identifiée de façon visible. L'étiquette n'est pas intérieure de l'urne, elle est bien à l'extérieur. Donc forcément, on ne pourra pas mettre 2 personnes dans une même urne. Alors nous, on a une identification, donc la fameuse petite plaquette qui ne brûle pas à l'intérieur du sachet. On a une étiquette sur le sachet et on a aussi une urne gravée. Alors je reviens. Non, mais on va y aller. Hein. Ah, mais je suis sûre que j'en ai plus que toi. Ah, ça y est. Alors effectivement, nous, on a le galet de traçabilité aussi qui suit, hein, que l'on pose en entrée de nos appareils et qui va se retrouver dans les cendres et donc ensuite dans l'urne ou bien lors de la dispersion. Donc on avertit bien la famille également qu'elle ne soit pas choquée quand elle disperse en pleine nature puisqu'il y a ce petit galet d'identification. Moi, j'avais une question par rapport au coût, parce qu'on a parlé d'inhumation, on a parlé de crémation, on a parlé de columbarium et de jardin de souvenirs. Donc, je voulais savoir s'il y avait une grosse différence de tarif entre une inhumation et une crémation. Est-ce que le columbarium, je pense que c'est peut-être comme un caveau, c'est-à-dire qu'on paye une redevance, quelque chose. Et est-ce que le jardin du souvenir, c'est quelque chose de payant également ? Bon, alors là, je vais peut-être répondre tout de suite. Voilà. Alors, c'est compliqué de vous répondre, de vous dire est-ce que la crémation est plus chère ou moins chère que l'inhumation. C'est très problématique, à vrai dire. Moi, je peux vous donner le coût d'une crémation chez nous. Hein. Ça ne va pas vous avancer plus dans votre réflexion. Tout dépend de ce que vous allez choisir. On en revient toujours à ça. Quand vous faites une inhumation, vous avez déjà une concession, c'est-à-dire un emplacement. Vous l'avez, elle est en cours, donc vous n'avez pas à repayer. Par contre, vous allez devoir payer le marbrier pour lever la dalle. Vous allez ensuite, on va être obligé d'avoir des fossoyeurs, bien évidemment, pour creuser et pour pouvoir mettre le cercueil. Vous allez payer la gravure. Voilà. Ça, ce sont les choses qui se rajoutent. Sachant que cette concession, donc je parle en inhumation, hein, vous allez devoir la renouveler. Pour une urne, alors je reprends pour une crémation, je reprends comme ça, hein, parce que vous donnez des tarifs, c'est compliqué. Tout dépend des pompes funèbres. Donc pour une urne, vous allez faire votre crémation. Donc le convoi va être le même, hein, on l'a bien spécifié, même nos amis de Genève, on est sur la même problématique. C'est la même chose. On fait la crémation. Vous allez avoir le choix de l'urne. Si vous dispersez, ça va s'arrêter à ça. Si vous inhumez en columbarium, effectivement, le choix de l'urne va être peut-être différent. Après, on n'est pas obligé non plus de tomber dans des gros délires. Vous n'êtes pas obligé de prendre une urne en plaqué or. Il y aura le prix du columbarium. Là, c'est pareil. Je ne peux pas vous dire le tarif puisque celui de Lyon ne va peut-être pas être le même que Grenoble, qui ne sera pas le même que celui de Genève. Mais ça se loue c'est le même procédé que pour une inhumation. Vous louez pour un temps donné, hein, renouvelable. Mais le columbarium se loue comme ça. Vous l'avez pour 15 ans. Je vous parle de Lyon, c'est ce que je connais. 15 ans, 30 ans, etc. Bon, ça va rarement plus loin. Donc voilà, après vous dire ce qui est plus cher ou pas, voilà. Et jardin du souvenir ? Jardin du souvenir, vous ne payez rien.
Hein, vous pouvez même alors savoir, hein, dans le jardin du souvenir, souvent on vous accompagne. On vous accompagne pour faire la dispersion. Alors nous, on fait comme ça sur Lyon, mais je sais que mes collègues, je pense que mes collègues également le font. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Nous, on incite nos familles à disperser eux-mêmes. On les accompagne, on est là, on est le soutien. On est le conseil, on est le soutien. On est le professionnel sur lequel vous pouvez vous reposer. Mais c'est à vous, vous avez cette possibilité de faire cette dispersion des cendres. Parce que souvent, les gens ne s'approprient plus du coup ce moment. Alors vous pouvez très bien faire cette dispersion. Mais de toute façon, que ce soit vous, que ce soit nous, le cimetière ne vous demandera rien. Moi, je veux juste rajouter une chose. Si vous faites une crémation, par contre, ne prenez pas un cercueil en chêne massif, ou ça ne sert à rien, hein, c'est idiot. D'accord ? Bon, voilà. Prenez un cercueil pratique, facile, pas trop cher, parce que dans les 3 jours, il n'existera plus, donc ce n'est pas la peine. Hein. Voilà. On est plus sur du minimaliste. Quand on opte pour la crémation, on est dans cette idée. Hein, comme on ne part pas dans les délires, je vous disais, avec l'urne, Inès vous le dit avec le cercueil. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a déjà cette optique de minimalisme. Attendez, on va attendre juste on vous passera le... Je peux dire la question. La question, c'était de savoir comment ça se passe à Genève pour les concessions. Donc les concessions, c'est les tombes. Donc à Genève, ça se passe de la manière suivante. On a différents types de tombes pour les corps. C'est pour les corps que vous posez la question. Pour les urnes. Alors voilà, alors c'est ce que j'essayais d'expliquer avant, on a le columbarium, donc ça c'est des murs avec des niches dans lesquelles on peut poser les urnes. On a des tombes cinéraires, c'est des petites tombes. Si vous ne connaissez pas, vous pensez que c'est des tombes d'enfants parce que c'est à peu près la même taille, mais non, c'est des tombes cinéraires dans lesquelles en fait on peut mettre jusqu'à 4 urnes. Et puis là, il y a un monument funéraire posé par un marbrier, des fleurs, des choses comme ça. Il y a le jardin du souvenir qui est alors gratuit aussi chez nous, qui est en fait un espace de déversement des cendres qui est collectif, anonyme sur le lieu, mais par contre, nous, on a aussi les registres avec les noms des personnes qui sont dans le jardin du souvenir. Voilà. Je vais juste vous rajouter une précision. C'est qu'on a 2 façons d'inhumer, que ce soit un cercueil ou une urne. On a soit ce qu'on appelle une concession. La concession, c'est l'emplacement que choisit la famille et qui serait renouvelable. Et là, à ce moment-là, c'est un coût, comme le disait Catherine tout à l'heure, différent selon les communes. Mais nous, on a aussi ce qu'on appelle les tombes à la ligne, c'est-à-dire qui sont concédées pour 20 ans non renouvelables. Et là, par contre, pour peu que la personne était domiciliée dans la commune, l'emplacement est gratuit. Il n'y a pas de frais, ni de concession, ni de fossoyage, parce que les fossoyeurs sont des employés communaux. Donc la tombe à la ligne, c'est gratuit pour 20 ans. La concession, c'est payant et renouvelable. Oui, je voudrais revenir sur un point concernant le début de la conférence. Chacun de vous, les professionnels intervenants, vous avez présenté l'évolution statistique des crémations comme j'ai cru comprendre en tout cas une évolution positive, dans le sens d'un jugement positif. Pourriez-vous dire, en tant que professionnel, de votre point de vue, en quoi la crémation par rapport à l'inhumation serait quelque chose de positif? Positif, non, c'est un fait. C'est un fait. Les statistiques, ce n'était qu'un fait. Savoir, on ne va pas apporter de jugement de valeur, que ce soit positif ou négatif, on n'est pas là pour ça, même si on ne va pas prêcher pour notre paroisse. Ce n'est pas le but. C'est simplement un fait qui se vérifie au quotidien avec mes collègues. Enfin, voilà, je crois que c'est ce que je peux dire. En aucun cas, nous avons des jugements de valeur à porter là-dessus. Par contre, moi, c'est effectivement un fait. Par contre, c'est vrai que dans la réflexion et l'introduction de la crémation sur Genève, c'était quand même vraiment lié à une problématique de place et de gestion des corps. Donc, si on n'avait pas été vers le système de la crémation, on aurait peut-être trouvé d'autres systèmes, mais à un moment donné, la question se posait quand même de qu'est-ce qu'on fait avec les corps, parce que d'enterrer des corps en terre, ça prend de la place.
Ça prend beaucoup de place dans un petit territoire. Et puis nous, du coup, au niveau du cimetière, chez nous, on est en train de mandater une entreprise pour faire une analyse des sols parce que les cimetières sont extrêmement pollués et que maintenant, on est en train de parler de faire des dépollutions des terres des cimetières parce qu'à force d'avoir des corps qui sont enterrés dans la terre, eh bien, il y a aussi un problème de pollution. Donc, moi, je n'ai pas de jugement de valeur sur les différentes façons de faire, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement de réflexion pas du tout philosophique ou spirituel, mais très pratico-pratique, quoi. Alors, chose que nous, on n'a pas sur Lyon, puisque les cimetières ont encore de la place. Donc, vous voyez, on est vraiment à l'aise avec ça. Moi, je rajoute juste une chose, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en France, vous mettez plusieurs corps dans une même tombe. En Suisse, en tout cas à Genève, on ne met qu'un corps par tombe, c'est-à-dire qu'on va inhumer une personne dans une tombe et qu'on ne pourra pas inhumer un deuxième corps avant 20 ans. Voilà pour la question de la place aussi. On a très très peu de caveaux à Genève, très très peu. Nous sommes dans cette salle un certain nombre d'une association qui s'appelle Morts de rue. Donc les morts de rue n'ont pas de crémation, c'est extrêmement rare. Ce qui veut dire qu'en l'absence de crémation, il y a un lieu carré commun dans lequel les personnes sont ensevelies pendant 10 ans, suite à quoi les corps ne vont pas dans le jardin du souvenir. Donc pour suppléer cette absence de jardin de souvenirs, l'association a proposé au cimetière qu'il a accepté une barque commémorative en quelque sorte, un peu comme un monument aux morts de guerre, qui permet aux personnes, après même que les corps aient été exhumés, d'être quelque part, d'avoir un lieu pour encore avoir ce souvenir dont je reparle à nouveau, mais qui me semble vraiment très très important dans une histoire où les proches durent un certain temps, mais peut-être que les enfants, les petits-enfants à leur tour, veulent avoir accès à quelqu'un qui justement a été complètement exilé pendant sa vie et qui, après sa mort, nécessite, pour les proches en tout cas, pour le deuil, un lieu. Donc moi, je peux juste faire un partage d'expérience. Nous, on a sur Genève, quand on a un défunt dans la rue qui n'est pas connu, dont on ne connaît pas l'identité, la police peut nous demander de l'inhumer dans le cimetière. On a ce qu'on appelle le carré des inconnus, où on inhume ces personnes. Pourquoi on les inhume? Parce que c'est pour pouvoir les exhumer le jour où une enquête de police ou une recherche de famille est faite et puis qu'on a un soupçon que c'est cette personne. Par contre, on a aussi, par rapport lorsqu'on a des décès de personnes SDF, par exemple, et qui sont connus des services sociaux, là, ce n'est pas rare que nous pratiquions l'incinération, parce qu'en fait, c'est les services qui suivaient la personne, qui font la recherche de famille, qui parfois réussissent à trouver une famille et les informent que l'incinération va être prise en charge. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure. On a eu il y a quelque temps un SDF chez nous avec une cérémonie qui a été très importante, avec beaucoup de monde dans la chapelle du centre funéraire, d'une personne SDF connue des services sociaux, enfin connue de l'espace d'accueil d'urgence. Et puis, c'était une très belle cérémonie et les cendres sont ensuite reparties en Pologne parce qu'il se trouvait qu'on a retrouvé qu'il avait une fille quelque part en Pologne. Voilà. Oui, moi je voulais juste rajouter qu'il y a une différence très très importante entre la France et la Suisse à ce niveau-là, c'est que, sauf erreur de ma part, chez vous, le terrain général c'est pour 5 ans. Chez nous, de toute façon, quelqu'un qu'on va enterrer, ce sera pour 20 ans. On ne l'exhumera pas avant ce délai de 20 ans. Donc ça fait quand même
ça fait quand même une sacrée différence. Et que quand on a, alors, même quand c'est un défunt inconnu, on a juste un numéro sur une plaquette, mais de toute façon, ça sera pour 20 ans. Si c'est un défunt avec pas ou peu de famille, en tout cas personne qui s'est manifesté pour s'en occuper, le défunt est incinéré, les cendres sont mises au jardin du souvenir et on parlait tout à l'heure de traçabilité, on peut en tout temps retrouver son nom et la date de dispersion et surtout dire éventuellement à la famille ou des proches qui se manifesteraient à quel endroit il se trouve pour avoir un lieu du souvenir, un lieu de recueillement. On va être obligé de prendre deux dernières questions. Je suis vraiment désolé au niveau du timing. Martin, peut-être déjà, c'était attente. Oui, donc merci beaucoup. Moi, j'avais aussi envie de vous entendre parce que je connais un petit peu les deux côtés et que je trouvais qu'il y avait une vraie différence sur la cérémonie et sur le rituel de crémation et que, de mon point de vue, les Français sont moins bons dans la ritualisation et le cérémonial de la crémation par rapport à ce que j'ai pu observer en Suisse. Et que du coup, on en a peu parlé, mais comment est-ce qu'en Suisse, en général, une crémation est justement célébrée, en fait, par rapport à éventuellement une inhumation, s'il y a des différences. Et, voilà. Et aussi peut-être ton avis, Catherine, sur la crémation et la ritualisation de la crémation en général, quels que soient les cultes. Évidemment, il doit y avoir des différences, mais est-ce qu'on peut avoir des éléments là-dessus aussi? Donc, oui, au niveau du rituel, en fait, il n'y a pas de différence de rituel dans le sens où on va faire une cérémonie funéraire en présence du défunt, du corps du défunt dans un cercueil, soit au centre funéraire, soit dans une église, un temple ou dans n'importe quel lieu de cérémonie choisi par la famille, avec un officiant qui peut être... Et puis en fait, c'est une vraie cérémonie, quoi. Et puis après, il y a l'incinération qui, du coup, est plus un geste technique. Par contre, ce qu'on développe de plus en plus, enfin qui est de plus en plus demandé aussi, c'est quand même des cérémonies avec urne. Parce que effectivement, garder le corps quand on a la famille qui est éparpillée partout dans le monde pendant plusieurs jours dans un frigo pour pouvoir faire la cérémonie avec leur corps dans le cercueil, puis pour peu, comme nous, on fait très peu de soins de thanatopraxie, le corps qui a commencé à être plus en très bon état, donc le cercueil de toute façon est fermé. Quitte tant qu'à faire, autant l'incinérer, attendre que tout le monde se soit réuni, avoir trouvé le lieu préféré de la famille, l'officiant qu'elle souhaite, une date qui convienne à tout le monde, et faire une cérémonie avec l'urne, ou une cérémonie au moment de la dispersion ou de la mise en terre des cendres. Donc ça, c'est vrai que c'est des pratiques qui se développent de plus en plus. Moi, je pense qu'on est sous l'influence de l'Allemagne, là, sur ce genre de pratiques. Donc oui, c'est pas l'incinération, c'est ce que Catherine disait au début, c'est pas de cérémonie et rien du tout. Non, il y a tout ça fait partie en fait des pratiques funéraires et il y a des cérémonies et des rituels comme pour une inhumation en terre. On peut même faire un bout de rituel au moment de la mise en terre des cendres ou du versement des cendres dans le jardin du souvenir. Il y a des fois des moments très touchants où j'ai une amie qui a perdu son compagnon et leur petit-fils, c'est lui qui a versé les cendres dans le jardin du souvenir. Donc quelques jours plus tard, une semaine après la cérémonie où il y avait tout le monde. Et puis, donc voilà, il y a beaucoup de cérémonies qui se font, même dans le cadre des incinérations. En France, pareil, on a les cérémonies donc juste avant crémation, alors qu'elles soient, on le disait juste avant, religieuses ou civiles. Elles se passent soit au crématorium, soit dans un endroit cultuel, peu importe. Différence avec la Suisse, Genève en particulier, nous n'avons pas, pour l'instant, de cérémonie effectivement avec les urnes, une fois que la crémation a eu lieu. L'urne est présente pendant, alors suivant les officiants, hein, ça c'est l'officiant, le célébrant qui choisit. Il y a certains célébrants qui aiment avoir l'urne, mais vide. Hein, là, on est en présence du défunt avant crémation. Après crémation, on fait également un rituel. On a un rituel qui est mis en place pour la remise de l'urne. On en informe la famille juste après la cérémonie. On en informe la famille, comme quoi ils peuvent effectivement
continuer dans ce rituel au moment de la remise d'urne, donc préparer certaines choses. On l'évoquait avec la dispersion des cendres avec madame, où j'indiquais qu'effectivement, c'est une chose que vous pouvez vous approprier, la dispersion, mais nous n'avons pas, c'est vrai, de cérémonie avec l'urne. Voilà, tout simplement. Ben moi, je voulais dire que je ne m'attendais pas du tout... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis en fait, c'est pas étonnant, c'est de me dire que ce qu'on fait de nos morts, c'est un petit peu comme notre société. Et quand je vous entends parler, j'entends notre société qui est quand même de plus en plus individualiste. Et ben là, du coup, le corps est une urne qu'on peut trimballer, qu'on peut s'arracher, qu'on peut... il peut y avoir des cérémonies très intimistes, alors qu'en fait, le mort, il concerne toute la société. Après, ça me faisait penser à cette dissociation entre le corps et l'âme. Donc, ce que disait Madame tout à l'heure, on peut avoir des endroits où il y a les cendres, et puis un endroit où il y a la plaque qui est complètement à l'autre bout du monde. De se dire, mais alors, je suis devant quoi? Devant une plaque ou devant mon mort? Ça me fait penser un peu à cette dissociation aussi du corps, de l'utilisation qu'on en fait. Vous disiez tout à l'heure, l'urne, elle peut déménager. Donc maintenant, on déménage avec nos morts. Ça me fait un peu... Enfin, moi, ça m'interpelle. Je me dis, c'est bizarre. Le mort, il est à un endroit. Et puis, si la famille veut le voir, c'est à elle de bouger, puisque le mort en lui-même, il ne bouge plus. Il est sous terre. Et puis après, c'était aussi quelque chose qui me choquait, c'est l'utilisation du mort, l'utilisation du corps pour chauffer les villes. J'ai même lu un article une fois, alors peut-être sur la transformation d'un corps pour en faire du l'humus. Bon, ça se fait pas encore chez nous, mais voilà. La protection de la nature, enfin le mort qui devient utilitaire. Et ça, j'avoue que... Mais bon, ce n'est que... En fait, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de morale, c'est bon, c'est pas bon. C'est l'évolution de la société. Et vraiment, là, en vous entendant, je me dis, voilà, le mort est vraiment le reflet de notre société. J'y vois vraiment une continuité, un tout. Mais vous avez parfaitement raison de le souligner et on constate par exemple qu'on a aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais on a un manque de rituels. On a des gens qui viennent en disant pourquoi on ferait venir un curé ou un pasteur, on n'en a jamais vu de notre vie, alors on va faire un recueillement musical. Et puis des fois, moi je me dis c'est un peu moche un recueillement musical, on est assis 15 minutes, on écoute de la musique, on repart, on sait pas tellement pourquoi on est venu et où on repart. C'est une vraie question de société. Je pense que c'est pour ça aussi que, nous en tout cas en tant que professionnels, on est passionnés par le sujet. Et vous, si vous êtes là, c'est parce que ce sujet vous interpelle aussi. Oui, c'est vrai, la place du mort, elle dit beaucoup sur notre société. Et quand on parle du mort qui déménage, c'est aussi parce que avant on avait un attachement à une commune, à une ville où on grandissait, où on prenait soin de nos aînés, etc. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, les gens déménagent. Les enfants partent, les aînés on les met dans une maison de retraite où on trouve de la place en fonction des moyens dont on dispose. Non mais c'est vrai. On va aller boire un verre. Hein. Ouais. Mais non, mais moi je partage complètement ce que vous dites et il y a une vraie réflexion et on revient quand vous voulez à Grenoble pour en parler. Et pour ce qui est, excusez-moi madame si je vous ai choqué avec la question de chauffer en fait, mais c'est une vraie question qu'on va devoir se poser parce que c'est aussi de l'énergie. Alors, mais encore une fois, et on l'a tous dit, on n'est pas là en train de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, ça c'est chouette et ça c'est pas chouette. C'est pas du tout le propos. Et contrairement à ce qu'on disait, donc se promener avec son urne, on vous l'a dit et on remarque que c'est partout pareil, on se retrouve avec des urnes qui restent chez nous. Vous voyez, nous avons les deux cas, on a les deux extrêmes. Voilà. Bon, il n'y a plus de micro, donc je crois que c'est fini. Il n'y a plus de pile, mais tu l'as dit, il est temps d'aller boire un verre. Alors on va pas conclure comme ça, mais merci encore à tous.
Juste, si je peux dire encore un mot, on a fêté nos 150 ans en 2016 et puis on a sorti un livre sur l'histoire du service. Ils sont sur une table, il y en a une trentaine, donc prenez-les, ils sont en libre service. Voilà. Ouais, pardon, c'est juste les 150 ans du service, hein, c'est pas les 150 ans d'Inès et moi. Et moi, une dernière chose, merci au PFI de faire ce cycle de conférences. Merci de nous avoir invités. Merci, messieurs, dames, d'être venus. Merci. Merci à vous. Voilà, on est tout rouge. Des tables, je parle juste des tables et je te relaisse la parole pour conclure. Sur les tables, il y a aussi des feuilles blanches avec un stylo. Si certains d'entre vous sont venus, ne sont pas venus sur invitation et n'ont pas reçu de mail, si vous êtes intéressés par... écoutez, pour qu'on vous écrive lors d'une autre manifestation qu'on organisera, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail ou vos coordonnées sur ces feuilles qui sont sur les tables des associations juste à l'extérieur. Encore merci à tous. Bertrand, tu veux ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Merci. Donc on va aller, juste une autre précision, on peut aller ensemble juste en bas dans le patio pour continuer à discuter un petit peu pour celles et ceux qui veulent autour d'un verre. On vous accompagne. Tu vois, sur la destination des centres. Bah écoutez, vous avez déjà commencé.